Donc, avant de faire une pause, nous avons encore une communication de Omar Calabrese. Je me permets de le présenter le temps qu'il s'installe pour essayer de gagner quelques instants. Omar Calabrese est actuellement professeur de sémiotique à l'Université de Sienne, où il est directeur du département des sciences de la communication et de l'École supérieure d'études humanistes de l'Université de Sienne. Il a été directeur, membre et rédacteur d'importants magazines et de revues italiennes, dont je signale par exemple Versus, parmi les revues sémiotiques. Parmi ses principaux livres, Il linguaggio dell'arte, La macchina della pittura, Piero Teorico dell'arte, L'Età neobarocca, et puis il vient de publier en français L'art de l'autoportrait, paru en 2006 à Masno Citadelle. Je lui passe la parole, donc il nous parle autour de l'Annonciation. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ému d'être ici à cause de l'amitié avec Daniel. J'ai décidé de parler en français, même si ma langue n'est pas parfaite. Mais en tout cas, prenez-le comme un hommage à la salle, au public, mais aussi comme une sorte de réclamation, parce que je ne peux pas oublier que je suis né français. Donc, jusqu'à l'âge de 3 ans, j'avais un passeport français. Donc, bon, dommage, j'ai un peu perdu la langue, mais en tout cas, je me considère encore en français, en principe. Alors, cette communication va être un peu fragmentaire parce que je prends comme départ le livre de Daniel Rass 1999, l'Annonciation italienne, mais surtout l'article préalable de 1984 sur la revue Versus qui s'appelait Annonciation, Énonciation, comme le titre de ma communication. Et je veux immédiatement remarquer, comme Hubert Damisch a déjà fait hier, que l'article n'a pas été repris, ou sinon pas trop repris dans le livre. Évidemment pour des problèmes, je ne sais pas lesquels, peut-être pour des raisons théoriques. Bon, à la fin de sa vie, Daniel a toujours beaucoup remarqué le fait et réclamé le fait d'être un historien, mais c'était une chose un peu de modestie. Il refusait d'être considéré comme un compagnon de route des sémioticiens ou des anthropologues, etc. C'est pas si celle-ci est une raison, ou sinon il y a des raisons même banales, dans le sens que quand on écrit un beau livre, évidemment l'éditeur veut le vendre, donc intitulé Annonciation aurait pu être une difficulté. Mais sinon, bon, mon livre, par exemple, récent, est nommé L'art de l'autoportrait et il parle de la subjectivité de la peinture. Donc, on ne peut pas le vendre comme le sujet dans la peinture, évidemment, mais l'identité dans la peinture, mais seulement comme l'art de l'autoportrait. En plus, ce paradoxe, il est traduit en allemand. Et le paradoxe est, pour un sémioticien, que le titre en allemand est Die Geschichte des Selbstportraits, c'est-à-dire l'histoire de l'autoportrait, ce qui est une chose pour moi assez bizarre. En tout cas, je ne veux pas, en tout cas, souligner la différence parmi les théoriciens d'autres choses sinon l'art et l'historien de l'art. Je veux vous montrer par fragments aujourd'hui seulement qu'il y a une dialectique. Daniel s'occupait évidemment de la théorie art, pas théorie de l'art, mais théorie art, comme tu viens de dire, c'est-à-dire du fait qu'il y a des objets dans l'œuvre d'art, dans les tableaux en particulier, où la théorie est forcément engagée. Mais mon point de vue peut être dit dans la manière justement opposée. Il y a aussi des théories où les œuvres d'art sont impliquées, forcément.
Alors, peut-être que dans cette dialectique, il y a la possibilité de résoudre certains problèmes d'interprétation, faire avancer même la recherche historico-artistique et même la recherche théorique dans les domaines des sciences humaines. Alors, voyons. Commençons avec certaines questions théoriques posées en particulier par l'article Annonciation-Énonciation. Alors, Daniel a remarqué que le récit de Luc en 26-38 est un récit complètement sous-déterminé, dans le sens qu'il y a seulement un dialogue, il n'y a aucune précision figurative. Et donc, la possibilité par les artistes a été celle de donner figure à ceux qui n'ont pas d'action décrite, mais plutôt seulement le dialogue, les mots. Et il faut deviner par les mots les gestes, l'action, etc. Bon, là, à mon avis, c'est une manière d'entendre l'énonciation qui, en fait, considère de l'énonciation seulement les niveaux figuratifs, c'est-à-dire que l'énonciation prend figure dans quelque chose. Et donc, le niveau figuratif est constitué par la traduction, j'emploie le terme entre guillemets, disons, on peut même dire transposition plutôt, traduction c'est un terme un peu trop fort, du texte évangélique avec une puissante intertextualité. Or, mais les niveaux figuratifs, c'est, disons, en principe, la détermination du lieu où la scène arrive. Et en effet, là, il y a une petite remarque à faire, analysant le texte de Saint-Luc, c'est-à-dire que le texte, en effet, commence avec une localisation précise. Donc, il y a un niveau figuratif au départ. Et le niveau figuratif dit... Dans le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de la Galilée, dénommée Nazareth, à une vierge, promise épouse, etc., à un homme de la maison de David, appelé Joseph, etc. Donc, nous avons déjà une localisation spatiale, c'est-à-dire Nazareth, il y a une ville, et nous avons une localisation temporelle, nel sesto mese, c'est-à-dire plus ou moins au printemps. Et effectivement, si l'on considère les énonciations, même les plus anciennes, comme cette-ci, les fresques de Castelceprio, qui sont par un peintre byzantin du 7e siècle, me semble-t-il, ou 8e siècle, près de Varese, en fait, nous avons l'idée de la localisation. Vous savez que les commentaires nous disent que cette idée de la maison à Nazareth de Marie doit être expliquée de la façon suivante, que Marie vivait au bord de la ville et sa maison était construite à partir de sa domuncula, la chambre, qui était dans le rocher, dans la montagne, excavée dans la montagne. Et puis, il y avait le vestibule et l'autre partie de la maison construite. Et bon, là, effectivement, nous avons un effet un peu particulier, qui est celui d'avoir des colonnes, comme dans un vestibule, dans un temple, mais les murs derrière, qui est, bon, indécidable, mais disons que pourrait être avec une sorte de naturalité. Donc, la maison d'Homuncula de Marie. Mais la ville, naturellement, la ville, et il y a des exemples où l'idée de ville est effectivement précisée, comme dans Girolamo di Giovanni ici, où vous voyez que la maison éventuelle de Marie est un peu à la périphérie d'une ville qui se développe, même si avec cette perspective un peu étrange. Tandis que l'idée de la ville d'origine peut être utilisée comme mythe d'origine, comme par exemple dans les tableaux de Pietro Alemanno, qui fait couple avec Crivelli, et où il y a le mythe de la refondation de Ascoli Piceno. Le tableau par Pietro Alemanno, 1464, est dans la Pinacothèque di Ascoli Piceno. Et effectivement, il fait couple avec l'Annonciation de Crivelli. On la verra après, je ne l'ai pas remis ici.
Mais encore, sur la temporalité, effectivement, si on commence avec des annonciations plus anciennes que celle du Quattrocento, effectivement, on trouve des localisations temporelles comme l'idée du printemps. Alors ici, le printemps est témoigné par les fleurs, la couleur verte, l'idée de jardin. Mais il y a aussi, plus tard, dans Filippo Lippi, encore l'idée du jardin. Il y a la valeur symbolique, naturellement, du jardin, c'est vrai, mais en même temps, il y a la localisation temporelle, comme dans Lorenzo di Credi, point d'interrogation, c'est un tableau qui a été attribué à Léonard de Vinci aussi. Dans le même Léonard de Vinci, encore l'idée du jardin, et l'idée du jardin avec les oiseaux qui sont témoins de l'arrivée des oiseaux, donc du printemps, dans l'œuvre de Carpaccio, de Vittore Carpaccio. Donc, des localisations spatio-temporelles, la ville et la saison. Mais il y a aussi des localisations qui nous imposent sur la construction de l'espace où la scène arrive, se déroule. C'est-à-dire d'où vient l'ange, c'est ce que Baxandall appelait la Angelica Missione, Angelica Missione. D'où vient l'ange, d'où et où entre-t-il? Le point d'interrogation est posé par Daniel Arras. D'où entre l'ange? Et il n'y a pas de réponse. Mais en tout cas, il faudrait l'analyser. Et où se trouve la Vierge? Encore donc des faits figuratifs de localisation. Et voyons rapidement, dans les annonciations plus anciennes, l'ange est en vol. C'est drôle ça, Daniel le remarque, avant les Quattrocento, l'ange est en vol, et puis dans le maniérisme, dans les baroques, il commencera à voler encore, à être en vol encore. Non, à voler, c'est un autre mot, à être en vol encore. Santa Maria Maggiore, les mosaïques, il est en vol, la Vierge est en trône, déjà couronnée. Ici, vous voyez les détails de Taddeo Gaddi à Santa Croce à Florence. Encore, l'ange est en vol vers la Domuncula de Marie. Mais il y a encore une mémoire, deuxième moitié du Quattrocento, Carlo di Giovanni Braccesco, où l'ange recommence à être en vol. Mais là, d'où entre-t-il? Eh bien, Giotto a eu une idée foudroyante, c'est-à-dire qu'il fait entrer l'ange par la fenêtre. Donc, pas par la partie visible par les hommes, la servante, mais plutôt comme une sorte de métaphore, dit Daniel, de la pénétration indicible. Et il force l'ouverture par la fenêtre chez Giotto. Et encore des positions différentes. Dans Carlo Crivelli, l'ange n'entre pas, il reste hors. En plus, la fenêtre est complètement fermée, et les contacts donc est à distance. Mais l'ange et la Vierge peuvent rester au dehors de la maison, comme dans Lorenzo Monaco. Donc il y a le message que la Vierge a déjà plus ou moins lu, dans le sens qu'elle est en train de relire la Bible, le passage qui représente le parallèle entre l'histoire vieux testamentaire et l'histoire évangélique. Ou sinon, il y a la possibilité d'entrer dans le vestibule, dans une sorte de cour, ou sinon dans la cour, Bartolomeo della Gatta, ou sinon dans l'antichambre, ou sinon encore dans la chambre directement, comme dans Filippo Lippi. Alors, mais tout ça nous pose un problème. Est-ce que tout ça peut vouloir dire quelque chose? Eh bien, là, je propose une interprétation qui est tout à fait différente de celle de Daniel, ou non, différente, pas nécessairement. Quelque chose en plus qui vient à partir d'une théorie qui existe, préalable, disons, au fait qu'il y ait une théorie dans les œuvres d'art. Et je reprends pour ça la théorie de Van Gennep, 1909, sur la liminarité. Et vous savez qu'il classifie les rites comme rites de séparation, les rites de fondation ou préliminaires. Par exemple, fondation d'une ville, décision sur la fondation d'un État, etc.
le franchissement du seuil, qui sont les rites de passage, de transformation, et finalement les rites post-liminaires, qui sont les rites de fondation de communautés, et donc des rites de condivision. En effet, on peut classifier les annonciations, même à partir de ce point de vue, avec quelques conséquences, même historiques, intéressantes. Même historiques intéressantes, on va voir. Par exemple, ici, vous voyez la barrière absolue d'un Bartolomeo Caporali. Encore une barrière d'un Gentile Bellini. On ne peut pas même imaginer d'où l'ange et la Vierge puissent entrer en communication. Et encore la barrière de Sandro Botticelli, presque, on dirait avec Balzac, une muraille de peinture. Encore Filippo Lippi, la même muraille, même si cachée par l'existence d'une seule colonne, qu'on peut imaginer comme une barrière de colonnes, une suite de colonnes, mais en tout cas qui est masquée par une seule colonne. Mais encore le même Filippo Lippi, Annonciation de Spoleto. Ici, on commence à voir la trace d'un passage. Les espaces sont encore séparés, mais en fait, cette pénétration indicible, pour utiliser encore une fois les mots de Daniel, commence à avoir une trace figurative là-dedans, dans le sens qu'ici, on a les passages obligés, comme des colonnes d'Hercule ou sinon les colonnes codines des Romains. Mais il y en a d'autres. Ici, par exemple, Anonyme Italien attribué une fois à Filippo Lippi. Bon, là, les passages est marqué par les grès, mais les vêtements commencent à être presque en contact. Ou encore, là, il y a la séparation par le coffre, comment ça s'appelle? Oui. Mais les passages est supéré par l'Esprit Saint comme médiateur. Ou, bon, Benedetto Bonfigli, c'est Saint Luc qui est le médiateur, donc le médiateur d'une séparation qui va unir les deux acteurs protagonistes. Encore ici, il y a une trace, l'espace est presque unifié, mais il y a encore le vase avec les fleurs qui constitue la trace de la séparation. Ici, la séparation a été supérée, parce que la séparation de la colonne et du grès où encore les anges sont placés est déjà supérée. Là, il y a le geste du don. Il y a quelque chose qui commence à unifier les deux acteurs. Et encore là, Michele Packer à Brixen, d'accord, à Brixen, vous voyez que le passage est presque terminé, l'espace est presque unifié, et il y a la condivision. Benedetto Bonfigli à la Thyssen Gallery, encore un espace qui est déjà plus ou moins unifié, mais il y a encore le vase en bas. Ici, encore le procès vers l'unification de l'espace, mais l'espace, là, commence à être unifié, et par les moyens de certains trucs, disons, certains triches de caractère abstrait, comme les lignes et les curves, et même le rôle dialogique de la couleur. Voilà, avec surtout l'unification de l'espace, oui, mais de la couleur aussi. On est déjà dans un espace intime, et jusqu'à arriver avec Filippo Lippi dans la chambre, Filippo Lippi de Doria Pamphili, ou les Pérugiens, déjà avec encore seulement un coffre qui sépare, ou sinon, dans la peinture flamande, l'unification désormais totale de l'espace, la construction de la intimacy. Et Jos van Cleve, l'espace est complètement intime, devenu complètement intime. Et même là, vous voyez qu'il y a la force des formes abstraites sur la surface de la peinture qui nous induit à croire au fait qu'il y a un passage direct, une continuité parmi les deux personnages. Encore, Dirk Bouts, je dis bien, est-ce qu'il y a Bernard? Il n'est pas là? Konrad Witz, à Bozen,
Là, l'unification est plus ou moins complète. Hans Memling, déjà complète, avec l'aide des deux petits anges qui aident à soulever le vêtement de la Vierge vers, plus ou moins vers l'ange, en rime avec l'ange. Ici encore, Rogier van der Weyden, hein, les maîtres de Flémal. Encore, vous voyez le même détail d'unification par les moyens des vêtements et des formes qui envahissent l'espace l'un des autres. Voilà. Mais revenons, là, c'est le problème de la localisation figurative. Mais l'énonciation, c'est autre chose. Ce n'est pas seulement un dialogue sans action, et énonciation, énoncé, diraient les sémioticiens. Énonciation, énoncé, c'est le terme utilisé par Daniel. En fait, l'énonciation, énoncé, c'est la présence du dialogue directement dans la peinture. Alors là, anonyme espagnol de la moitié du Quattrocento, mais encore Lorenzetti, les mots qui apparaissent dans les tableaux, Simone Martini, je vais un peu vite parce que je vois que j'ai plus le temps. Mais encore la trace en Beato Angelico, les mots qui se déroulent sur la surface de la peinture. Et encore là, vous voyez le fait qu'il y a une flèche. En tout cas, vous le voyez, les mots sont sur les vêtements de la Vierge. Sur les vêtements de la Vierge. Bon, vous connaissez bien ça. Alors, venons à la question de l'énonciation, c'est autre chose. Ce n'est pas seulement le fait qu'il y a un dialogue. L'énonciation est un dispositif qui, là où il y a à côté les niveaux figuratifs, donne l'ordre du discours. Donc c'est un véritable dispositif qui organise le discours, parce qu'il y a l'axe de ce qu'on raconte sur une ligne, disons, de sémantique, mais de l'autre côté, il y a l'axe de l'acte de communication qui est autre chose, et qui est la présence de la communication avec le public par les tableaux, directement pas les tableaux. Or, là, dans l'article, Daniel a bien reconnu la présence de l'acte d'énonciation dans les deux grands types qu'il analyse dans le premier chapitre du livre, l'œil de Masaccio, dans les tableaux à Washington de Masolino qu'il attribue à Masaccio, et dans l'autre, qui est le Domenico Veneziano, deux tableaux qui serions fondateurs de cette théorie qui invente à travers les formes de l'architecture la présence du spectateur et du je-tu donné à travers la perspective. Et naturellement, la mention de la perspective est miraculeuse parce qu'elle donne ordre, syntaxe à l'histoire, mais dans le même temps, elle fait apparaître la réalité comme si elle parlait toute seule, et de l'autre côté, cache le fait qu'il y a un discours. L'analyse brillante faite au colloque Piero della Francesca à Arezzo, à Anghiari, est ceci. Et vous savez que la perspective met en perspective l'existence de la colonne, oui, mais cache le fait que si l'on prend la figure planaire, disons, il y a la croix déjà présente dans l'idée même de l'incarnation. Donc la perspective est miraculeuse parce qu'elle montre, mais elle cache en même temps. J'ai trouvé deux exemples pour confirmer ça, que la crucifixion est présente. Neri di Bicci, et vous voyez qu'il y a la crucifixion insérée là-dedans. Et Cosimo Rosselli, il y a encore une crucifixion directement insérée, expliquée au peuple, on pourrait presque le dire. Mais si on revient sur Piero della Francesca, alors à mon avis, il n'y a pas seulement ça, c'est-à-dire le miracle de la perspective qui montre et cache en même temps. Il y a quelque chose d'autre aussi. Les tableaux, le fresque est organisé en 4 parties, et vous voyez qu'il y a Dieu, l'ange, la Vierge, et il y a une entière, 4e partie, qui est une fenêtre. Une fenêtre. C'est quoi cette fenêtre? C'est quoi cette fenêtre? Parce qu'il doit avoir une raison. Alors, à mon avis, la fenêtre, étant donné que c'est les détails qui répètent les formules de la perspective, c'est-à-dire
les grands tableaux de Urbino sur la perspective idéale avec la porte ouverte et toutes les fenêtres ouvertes des bâtiments qui sont présents dans la scène. Et en plus, la fenêtre ouverte est décrite dans les tableaux de Piero della Francesca sur la perspective. Et en plus, il y a dans l'image, ici, vous voyez en haut, le poids qui descend de la... Comment s'appelle le cappio? Bon, qui est le fil à plomb, disons, qui peut être entendu comme ce qui sert à lier les tentes de la fenêtre, mais aussi, c'est le même dessin qu'il y a dans les traités sur la perspective et qui est le fil à plomb de la perspective. Donc, il faut imaginer que là, il y a une relation à 4, parmi quoi? Pas seulement des figures Dieu, ange, vierge, fenêtre, mais l'esprit qui est invisible et la matière qui s'y oppose, c'est-à-dire le visible. Et vous voyez que l'invisible se rend à travers le non-invisible, Marie qui a la grâce, se rend visible. Et de l'autre côté, les visibles, la perspective, se rend à travers l'action abstraite, le dispositif, se peut rendre invisible. Bon, mais c'est une chose que j'ai déjà racontée avec une autre forme et avec la critique dure de Hubert et de Daniel à l'époque du colloque sur la perspective et sur l'annonciation à Florence au Quattrocento de Florence 1988. En tout cas, le problème de cacher et montrer la perspective est un problème de Piero della Francesca typique. Ici, vous connaissez l'analyse de Thomas Martone. La perspective semble nous rendre visible la scène, mais au contraire, l'analyse sur les plans permet de dire qu'il y a une colonne qui est directement au milieu de la relation entre l'ange et la Vierge. Ils ne peuvent pas communiquer. Donc ici, c'est un cas de trompe l'intelligence, comme l'appelle Thomas Martone, à travers la perspective. Mais encore, il y a d'autres manières pour insister sur la question, sur le rôle de la perspective qui crée le spectateur. J'ai quelques exemples, mais on peut aller vite, comme ici et dans l'autre cas. Alors, encore, le spectateur convoqué par la perspective, disons, avec des anomalies. Ici, c'est les deux tons de Filippino Lippi, et vous voyez qu'il faut le concevoir comme séparé, éloigné, mais avec un point de vue qui est concentré sur le spectateur. Ici, on change même la vision de l'ange qui prend plus ou moins la position, commence à prendre la position du spectateur lui-même. Mais, et encore Antonio Pollaiolo, on peut aller vite, jusqu'à la métathéorie de la perspective, c'est-à-dire la révélation du fait que l'artifice nous montre les choses comme au-delà d'une fenêtre, donc comme si elle parlait toute seule, mais en même temps souligne la surface. Comme ici dans Cima del Conegliano, où il y a le trompe-l'œil sur le cartiglio, qu'on imagine, si je dis le cartiglio est sur le coffre, vous le voyez sur le coffre, mais si je dis le cartiglio est sur le tableau, vous le voyez immédiatement sur la surface du tableau, donc la double dimension spatiale de la perspective. L'ordre de la narration interne et l'ordre de la communication avec le spectateur. Ici, encore un cas encore plus important, Grunewald, où vous voyez que le livre est visible, en plus, il peut être lu par le spectateur, et pas tellement par la Vierge. En plus, sur le livre, l'Écriture dit « Ave Maria, gratia plena », donc la Vierge n'est pas en train de lire la Bible, mais plutôt déjà l'Évangile. Je conclus avec une remarque finale, c'est-à-dire que quand Daniel a examiné tout l'appareil, disons le dispositif de l'énonciation, il commence à dire qu'il y a un retour vers le figuratif. C'est-à-dire que
établit la valeur fondatrice ou de la colonne de l'architecture avec la colonne centrale ou de la perspective centrale avec la porte. Et bon, on peut faire retour à la symbolique. On fait retour au figuratif pour donner une valeur au symbole représenté par la colonne. Et il s'arrête sur la colonne. Vous rappelez bien la colonne comme columna Christi, selon Saint Bernardin et d'autres auteurs. Moi, j'ai quelques exemples encore, Zanobi Strozzi, Baldovinetti, Il Francia. Bon, c'est plein de figures de colonnes centrales organisées et mises en relève par la perspective. Mais de l'autre côté, il y a la porte. Alors, vous rappelez la porte de Domenico Veneziano. Là, la symbolique veut qu'il s'agit d'une porte close, c'est-à-dire la figure de Marie, la métaphore de Marie. Et oui, mais alors, qu'est-ce que veut dire la porte ouverte? Il faut le dire. Et à mon avis, la connotation de la porte ouverte est tout autre chose. On ne peut pas dire que c'est encore une attribution de Marie, parce que la porte ouverte, alors c'est une image un peu blasphème. Alors, j'ai trouvé un texte, et le texte est, encore une fois, Saint Bernardin, et un passage un peu plus éloigné par rapport à celui trouvé par Daniel. Et le passage nous dit que Christus janua ecclesiae est. C'est la porte de l'Église. Donc la porte ouverte, c'est ouverte parce que c'est la porte de l'Église. Et vous voyez que tout commence à prendre effectivement un sens jusqu'à arriver aux artistes flamands, où effectivement, est-ce que ces espaces sont la domuncula de Marie? Non. L'articulation, par exemple, du portal nous démontre que c'est une église. C'est les portes d'une église. Encore ici, c'est vrai que c'est la domuncula parce qu'il y a les lits, etc. Mais disons, le passage vers l'existence d'une église est fortement marqué, jusqu'à arriver à la fin où, effectivement, chez Jan van Eyck, c'est l'Église. C'est effectivement l'Église. Donc, je crois que cette fois-ci, la remarque est devenue explicite. Pour conclure, deux petites observations, c'est-à-dire, la première, la typologisation apparemment trop formelle, par exemple de la localisation entre les espaces, nous peut dire des choses, par exemple, choisissant le point de vue anthropologique, sur la diversité des choix des artistes. À mon avis, c'est évident que, à suivre, par exemple, pas Van Gennep, mais un anthropologue, Mary Douglas, Purity and Danger, pour quelqu'un, la question de la séparation de l'espace est importante dans la narration d'un événement comme l'Annonciation, parce que là, il y a du danger du point de vue de la culture partagée par tous. Là où la condivision de l'espace est très importante pour les Flamands, parce que la société est totalement différente. L'idée même de fondation de communauté, la naissance d'une bourgeoisie forte, etc., est très importante et donc requiert la construction de l'espace à travers la condivision du même espace. Les rituels prévoient le fait qu'il y a déjà eu un espace complètement partagé. Mais, dernière phrase pour conclure. En conclusion, c'est quoi l'objet théorique selon l'analyse de Daniel, mais aussi selon d'autres analyses tout à fait différentes et dialectiques? Eh bien, à mon avis, la question est celle de trouver une bonne définition de ce qui est l'objet théorique. Pour Daniel, effectivement, l'objet théorique est un texte singulier. Et il avait aussi un peu la fixation de trouver la particularité de la singularité du texte. Par exemple, il disait que
la perspective inventée par Piero della Francesca peut être répétée à cause du succès de Piero della Francesca, mais il y a des artistes qui ne la comprennent pas. Et donc, il répète un peu le schéma, mais le schéma ne veut plus rien dire. Par exemple, et son exemple était Giovanni Santi, qui ne comprend pas la construction de la perspective comme chez Piero della Francesca. Mais de l'autre côté, il y a une autre possibilité à côté de celle-ci, c'est-à-dire qu'on peut prendre un ensemble de textes et les faire devenir une singularité, même un ensemble de textes, pour démontrer quelque chose, un point de vue, un concept, une interprétation. Donc, tout ça dépend de l'analyste. C'est pour ça qu'il y a le désir dans la recherche sur l'œuvre d'art. Parce que c'est l'analyste qui construit son objet. Il le construit. L'objet, œuvre d'art, ne parle pas toute seule et on ne pourra jamais dire tout d'un objet. Plutôt, il y a la construction théorique de l'objet à partir de l'analyste selon les lois de la pertinence et de la relevance qu'un objet doit avoir. Peut-être que quelquefois, on va voir un peu trop dans l'œuvre d'art, mais c'est un peu mieux que n'y voir rien. Merci.